Bonjour et bienvenue sur le plateau d'ABC Talk TV. Nos relations, que ce soit celles avec notre conjoint, notre famille, nos amis, nos collègues ou même nos voisins, ne sont pas toujours au beau fixe. Elles sont source d'émotions, d'insatisfaction, de colère ou de frustration ou encore d'atermoiement. Et si nos relations n'étaient que le reflet de notre paysage intérieur? Nous pourrions alors en finir avec la plainte et commencer à initier autre chose. C'est le thème de notre émission d'aujourd'hui, pacifier ses relations, tout le monde en rêve, et c'est maintenant dans les virtuoses de l'hypnose. Et j'ai le plaisir d'accueillir pour pacifier ces relations deux personnes qui ont sans doute une excellente relation entre elles. Voilà. D'un côté, Cyril Champagne et de l'autre côté, Aurélie Janot-Langlais. Vous êtes tous les deux formateurs à l'Arche, qui est l'acronyme de... Académie pour la recherche et la connaissance en hypnose ericksonienne. Et qui est une école bien connue dirigée par Kevin Finel. Tout à fait. Voilà. Cyril, toi, tu diriges le pôle développement et tu as créé aussi le centre de recherche académique. Oui, j'ai fondé un centre de recherche qui est devenu académique. J'ai fondé ce centre de recherche il y a à peu près 10 ans avec Kevin Finel. Et puis actuellement, je dirige le pôle développement. Je m'occupe des créations de formations spécialisées, de la mise à jour des programmes, etc. Donc toi, les relations avec les autres, les relations avec soi, les relations avec le monde, c'est quelque chose qui te passionne depuis toujours. Tu as exploré différentes approches, que ce soit dans le bouddhisme tibétain, chamanisme, dans l'hypnose ericksonienne bien sûr, dans la gestalt-thérapie, dans la psychothérapie existentielle, enfin tout ça est un long parcours pour arriver à l'essentiel, pour arriver à une sorte de quintessence de cet art des relations. Oui, en effet. Je ne sais pas trop le pourquoi du comment, mais voilà, il y a un destin qui a dû se dessiner vers là. Outre mes fonctions à l'Arche, à titre personnel, moi en tant que psychopraticien, je suis vraiment centré sur cette question-là. Et en effet, ce parcours que tu décris, que certains appelleraient un parcours spirituel ou de développement personnel, m'a petit à petit fait focaliser de plus en plus sur la question des relations. Et comme tu le disais en introduction, les relations, c'est pas toujours simple. Et en tant qu'accompagnant, en tant que psychopraticien, on pourrait dire en tant que thérapeute peut-être, il y a vraiment un champ ici d'application parce que il y a un langage relationnel à l'intérieur de l'esprit humain, à l'intérieur de soi, à l'intérieur de l'interlocution avec autrui. Et il y a une possibilité de regarder qu'est-ce qui dysfonctionne à cet endroit-là et comment on pourrait le faire fonctionner autrement. Donc oui, il y a une vraie possibilité d'accompagner, d'être accompagné sur les questions relationnelles. Et toi, Aurélie, au départ, tu étais ingénieure du son. Et c'est lors d'un reportage sur les soins palliatifs que tu as découvert l'hypnose. Oui. Et là, tu t'es dit, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose, disons que, on parle de relations. Moi, je faisais ce métier-là pour faire du documentaire. Donc, j'étais essentiellement dans la relation à l'autre, en me disant, on va partager des moments de vie, partager des moments particuliers. Et puis, il y a eu ce tournage en soins palliatifs où j'ai découvert une infirmière qui accompagnait en fin de vie une personne en train vraiment de partir, quoi. Et je me suis dit, mais quel est ce métier où, avec des mots, on permet aux gens d'aller mieux? Donc, ça m'a vraiment donné envie d'aller plus loin, de juste pas seulement être l'oreille qui écoute, mais de pouvoir être aussi une parole, en tout cas des mots qui accompagnent et qui aident à aller mieux. Donc, toujours dans la relation, mais un cran de plus, pouvoir partager et accompagner les personnes. Et tu t'es formée à l'Arche et tu es devenue aussi maintenant formatrice à l'Arche. Tout à fait. Et tu as ton cabinet en région parisienne. Tout à fait. Et tu es l'auteur du livre « Créer facilement vos premiers états d'hypnose ». Oui. Qui est un livre édité par Le Rêve Lucide, donc par l'Arche aussi. Oui, tout à fait, voilà. La maison d'édition de l'Arche. Oui, et qui est un vrai cours, en fait, d'hypnose. Les bases. Pour pouvoir accompagner de manière simple, précise, un petit peu comme une sorte de manuel, comme un passeport qu'on aurait pu avoir quand on était enfant, avec des notions, des exercices, des corrigés surtout, pour qu'on puisse s'entraîner. Le livre à avoir sur soi pour pouvoir travailler quand on a le temps, quand on veut. Voilà, exactement. Très bien. Alors, comment on fait? Est-ce que 1 + 1 = 3? Parfois. Parfois, alors est-ce qu'on peut décoder cette équation?
Tu veux dire au sens de ce qui se tisse entre deux personnes? Exactement. Déjà, dans une perspective systémique, quand on a un binôme, quand on a deux personnes, on peut considérer qu'il y a plusieurs types de transactions, plusieurs types de relations. Il y a chaque personne de manière individuelle, ça fait 2 unités, et puis il y a les deux personnes quand elles sont en interaction. Donc voilà, ça fait trois types de transactions. Maintenant, c'est peut-être un petit peu technique de le dire comme ça, mais en effet, si je regarde ma propre histoire, mon existence, alors c'est un jeu qui est pas relatif à Cyril, hein, c'est relatif à chacun d'entre nous. Si je regarde ce que je suis, je vais vite voir que quand je suis tout seul ou quand je suis en interaction avec quelqu'un, ma personnalité, mon identité, mon développement comportemental, mon développement émotionnel, tout ça en fait ça va se mettre en mouvement. Il semblerait bien que ce que je suis dépend de l'interlocuteur que j'ai en face de moi. Alors c'est quelque chose qu'on a tous pu vérifier avec, je sais pas, par exemple, quand on est avec notre père ou quand on est avec notre meilleur ami d'enfance, on n'a pas le même déploiement comportemental. Il semblerait donc bien que ce qui se joue dans la relation avec autrui et ce que autrui joue avec nous, eh bien, ce soit un driver, ce soit quelque chose qui dirige et qui oriente notre personnalité. Donc, quand on se plaint alors, oui. Pourquoi on se plaint? Puis quand on se plaint alors, parce qu'on dit voilà, j'ai pas une bonne relation avec ma mère, je m'entends pas avec un tel, ou ça me fait énormément souffrir de parler avec ma sœur. Il y a des choses qui peut-être se réveillent. Qu'est-ce qui se passe en fait? On pourrait presque dire que quand on se plaint, c'est qu'est-ce qui est en train de se jouer dans la relation en fait. Est-ce que c'est seulement moi face à la personne qui créons une troisième atmosphère problématique? Ou est-ce que, à un certain niveau, il n'y a pas quelque chose comme ce dont je me plains, c'est peut-être quelque chose que je vois chez moi et que je n'ai peut-être pas trop envie de voir, ou quelque chose que je n'accepte pas et présupposer que je n'accepte pas non plus à l'intérieur de moi. Donc il y aurait un petit peu cette idée de se poser la question souvent, lorsqu'on est en train de se plaindre, de quoi on parle en fait, concrètement. Donc on serait en fait, c'est pas 3, c'est pas 1 plus 1 égale 3, c'est 1 plus 1 égale une multitude, puisqu'il y a plein de choses qui vont peut-être se mettre en action, justement, comme tu disais, à l'intérieur de nous. Peut-être des références du passé, des choses qu'on aimerait qu'il se passe, mais qui ne se passent pas, ce qui génère des frustrations. Oui, puis il y a souvent beaucoup de confusion entre soi et autrui. Il y a des bouts de l'autre, j'ai l'impression que c'est moi. Il y a des bouts de moi, j'ai l'impression, en fait, que ça appartient à l'autre. Par exemple, quand on dit à quelqu'un... tu m'énerves, c'est déjà prêter beaucoup de pouvoir à l'autre, hein, parce qu'on pourrait se dire je suis en train de m'énerver à partir de ce que tu fais. On pourrait aussi le formuler autrement en se disant toi plus moi, à nous deux, nous m'énervons, donc tu y contribues, j'y contribue, et on voit déjà que dans notre langage on a tendance à séparer en fait les individus, à dire il y a moi, il y a autrui. En fait, quand on regarde du point de vue de la relation, et si on regarde du point de vue de la psychologie de la relation, on voit qu'il y a plein de mécanismes, il y a plein de matériaux psychologiques qui s'échangent d'individu à un autre. Comme je disais avant, il y a des bouts de soi, on a l'impression que c'est l'autre, il y a des bouts de l'autre, on a l'impression que c'est soi, on peut plus dire cette personne est toxique, ça n'existe pas en fait. On peut dire cette personne est toxique pour moi au sens où subjectivement quand je suis en lien avec cette personne-là, il y a quelque chose qui est difficile, peut-être toxique au sens où ça me fait perdre mes moyens émotionnellement, ça me génère de la colère, ça me fait souffrir, ça me fait des ruminations. Mais au final, en effet, si on va dans le sens que tu es en train de sous-entendre, on gagnerait à dire cette relation est toxique pour moi. Et c'est sans doute une bonne chose de commencer à le regarder comme ça, parce que à cet endroit-là, on peut se dire, OK, je participe à cette relation. Donc, moi, j'ai du pouvoir sur ce que je fais dans cette relation. Alors, combien de pourcents, alors? Est-ce que, là, combien il y a de pourcentage de responsabilité, finalement, dans une relation, dans ce 3? On parle souvent, il y a souvent cette métaphore de l'écharpe. Si on prend la métaphore de l'écharpe qui représente la relation, on a 100%. Au final, une écharpe. Mais on aurait 50%, je suis responsable de mes 50%, l'autre est responsable de ses 50%, et là-dedans, il y a le pouvoir qu'on va donner à l'autre, on va se dire qu'est-ce qui est de moi, qu'est-ce qui ne dépend que de moi, qu'est-ce qui dépend que de l'autre, et puis à quel moment, parfois, on va se plaindre de quelque chose qui n'est pas du tout dans nos 50%, et à cet endroit-là, on n'a pas moyen d'agir. Donc sur une échelle de 100%, on a 50% chacun, mais on est 100% responsable de nos 50%. D'accord, donc on n'est pas 100% responsable de la relation. Et en même temps... Ça dépend comment on le regarde. C'est un jeu de l'esprit. Ça dépend ça dépend quelle perspective on prend sur ce que moi je joue dans la relation.
On pourrait dire, par exemple, je suis avec un voisin avec qui j'ai une relation qui est difficile. Voilà, il fait du bruit à une heure qui me dérange, et puis peut-être tard le soir, et puis moi je fais du bruit tôt le matin, une heure qui lui le dérange, et on se dérange l'un l'autre. En accompagnement, on aura tendance à dire à une personne que nous accompagnons, oui, tu es 100% responsable de la situation. Parce que c'est ta responsabilité de continuer à habiter à un endroit où fondamentalement tu te sens dérangé. Bon, évidemment, les personnes qui viennent avec des difficultés émotionnelles et relationnelles, elles vont dire non, c'est un point de vue qui est trop extrême. Je vais quand même pas déménager parce que mon voisin me dérange. Et l'idée, c'est de dire, si tu souhaites rester à un endroit où tu te sens dérangé, ça fait partie de ta responsabilité. C'est pas un appel pour dire il faut fuir les relations qui sont difficiles. C'est un appel pour dire on peut se responsabiliser en se disant le monde est tel qu'il est, il y a des choses par lesquelles on est dérangé, ça fait partie de la réalité. Et donc à cet endroit-là, on peut travailler sur soi, comme tu le disais, pour sortir de la plainte et commencer à se dire qu'est-ce que je peux faire dans une réalité où il y a du dérangement externe vers moi. À cet endroit-là, on dira donc que la personne est 100% responsable de relationner avec autrui et de la façon dont l'autre relationne avec elle. Ce n'est pas forcément un appel à l'adaptation. C'est un appel à l'adaptabilité, à la souplesse. D'accord. Mais peut-être qu'on peut agir sur la relation humaine avec le voisin pour obtenir de lui autre chose. Alors, pour obtenir de lui autre chose, je ne sais pas, mais pour relationner avec lui autrement, peut-être. D'accord, on peut tenter des choses. Mais d'abord, il faut voir peut-être ce que cette colère extrême que je peux avoir quand je suis dérangée par mon voisin vient peut-être agir en moi, peut-être une réaction trop forte ou pas adaptée. Et c'est là qu'on commence à se poser des questions intéressantes. Il y a une intersection entre ce qui se passe dans la relation et ce qui se passe pour un des deux individus dans la relation. En effet, si on prend cet exemple très connu du voisin qui fait du bruit tard la nuit, il y a des personnes face à ce voisin, ça va pas les déranger. Ils vont se dire, OK, il fait la fête, puis je vais mettre des boules caisses, et puis demain je lui dirai la prochaine fois, mets le son moins fort. Quel bonheur d'être jeune et d'en profiter. Pourquoi pas? Il y a des personnes qui vont réagir comme ça de manière paisible, puisqu'on a titré cette émission Pacifier ces relations, donc on est en train de parler de paix. Donc il y a des personnes qui vont vivre ça de manière paisible, et puis il y a des personnes, ça va leur faire péter les plombs à l'intérieur de leur tête. Ils vont se dire, c'est inadmissible. Il fait exprès. Il fait exprès, c'est contre moi, il sait bien que ça dérange les autres, on peut se sentir persécuté, etc. Et là, on pourrait se demander, tiens, OK, à relation égale, à relation de être dérangé par des nuisances sonores égales, qu'est-ce qui fait qu'une personne va partir dans un mode émotionnel paisible et d'autres dans un mode émotionnel teinté d'agressivité? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Sans doute les parcours individuels, sans doute en effet les apprentissages passés, les types de systèmes de défense qu'on a par rapport à une situation, sans doute on pourrait dire aussi les capacités de régulation émotionnelle. Tout le monde n'est pas doté des mêmes capacités, puis capacités, je crois qu'elles sont pas transmises dans l'éducation nationale, donc il y a un ensemble de facteurs qui font qu'on va pas être à égal face à une situation dérangeante, en effet. Donc dans votre approche, il y a d'abord ce qu'on appelle la différenciation. Ce qui veut dire quoi? Je te laisse partir sur la différenciation. Ouais, la différenciation, on pourrait dire la différenciation, c'est un travail de défusionnage. Nous avons tendance à être fusionnés avec pas mal de choses. Par exemple, je peux être fusionné avec ma propre colère face au fait que le voisin fait du bruit. Cette colère, je peux m'en différencier. Je peux vite me rendre compte que, en fait, quand je me sens agressé par le voisin qui fait du bruit, en fait, c'est un écho de situations passées. Ces situations passées, je peux m'en différencier aussi. Souvent aussi, quand on se sent face à une situation qui est agressante, on a tendance à projeter un agresseur dans la situation. Souvent, c'est très intéressant de voir que la personne en question, dans notre exemple, le voisin, il est très différent de ce qu'on projette sur lui. Donc tu vois, à ces différents endroits-là, ça me rappelle le fait de remarquer où il y a quelqu'un qui se fait dépasser en voiture, une voiture très puissante qui va tout d'un coup à 200 à l'heure, qui fait une queue de poisson, etc. Et on dit mais quel est cet imbécile qui conduit n'importe comment? Et finalement, on apprend qu'il est en train de conduire sa femme qui est en train d'accoucher à l'hôpital, et du coup toute la perception change en fait en fonction de l'histoire qu'on s'est racontée. Et voilà. Différencier, on pourrait dire, c'est cesser de projeter, ou à minima se rendre compte de ce qu'on projette, et pour voir que la situation réelle, elle est différente de ce qu'on projette dessus. Donc de l'émotion ressentie en fait.
De l'émotion, des conceptions, comme tu le disais là, voilà, on se fait doubler, et on peut dire cette personne en fait elle est dangereuse, elle est violente, etc. Puis quand on voit en fait qu'elle est dans une action de care, elle est en train de prendre soin de quelqu'un qui a besoin d'un soin urgent, et notre réaction émotionnelle va changer. Mais tu vois, ça semble déjà démarrer par quelque chose de plutôt cognitif, des idées qu'on est en train de prêter sur la situation. Après aussi en cabinet, dans les cas qu'on reçoit, il peut y avoir des différenciations qui sont totalement qui ne sont pas différenciées, mais à un niveau inconscient. J'ai par exemple une jeune femme qui venait parce qu'elle me dit voilà, je comprends pas, je m'énerve contre mon conjoint, et puis de temps en temps, quand je m'énerve contre lui, alors là il y avait quand même déjà quelque chose qui était monté au conscient, j'allais dire, mais c'est j'ai un papa qui sort, alors qu'en fait je m'adresse à mon conjoint. Elle me disait c'est complètement bizarre. Qu'est-ce qu'elle appelle un papa qui sort? En fait, elle appelait son conjoint papa. Ah oui, d'accord. Donc il y avait ce truc-là où elle disait mais ça suffit papa, et elle s'entendait dire ça. Je disais, mais il y a un truc qui est quand même très bizarre dans cette histoire-là. Donc, on travaille autour de ça. Et en fait, on se rend compte que ce qui se jouait à ce moment-là, le moment où elle est en train de se disputer, on va dire, avec son conjoint, c'est qu'en fait, la situation lui rappelle une autre époque. Donc là, c'était une non-différenciation temporelle, quelque chose qui n'avait pas été régulé à l'époque. À l'époque où ses parents avaient divorcé, elle vit avec son père, et son père était à ne rien faire, jamais. Donc elle faisait tout le travail de la femme, alors qu'en fait, elle était la fille. Et que ça l'agaçait profondément, et elle avait peut-être pas pu travailler à cet endroit-là, lui dire ce qu'elle voulait. Donc du coup, elle se retrouvait à dire à son conjoint « Tu m'énerves, papa !» Oui, mais c'est pas du tout lui. Donc il y avait vraiment une différenciation de la personne et de la temporalité qui n'était pas faite à cet endroit-là, quoi. Et donc, quand tu te rends compte de ça, qu'est-ce qui se passe? Comment tu gères la difficulté quand il y a cette non-différenciation? L'idée, c'est vraiment de dire à la personne, tiens, connecte-toi à cette émotion, à ce qu'il se passe, à cette colère, et prends le temps de te remémorer toutes les situations antérieures qui ont pu arriver jusqu'à ce qu'on arrive, plus ou moins, à l'origine de quelle est cette émotion, comment elle a appris à se mettre en place, à se fabriquer. Donc là, en l'occurrence, celle-ci, c'était quand elle était plutôt ado. Et il y en a plein qui se font beaucoup plus tôt dans l'enfance, où on prend le temps de remonter. Et puis, quand on arrive à l'émotion en question, c'est là où on va la prendre en considération pour pouvoir la réintégrer dans le système. C'est vraiment une étape importante. Si on ne réintègre pas l'émotion, ou si on fait pas en sorte d'apporter ce dont cette petite, en l'occurrence, ou cet ado, avait besoin, on peut continuer de travailler juste sur la colère, mais la colère ici au présent, elle ressortira d'une autre manière. Elle ira peut-être mieux spontanément là, mais elle sera pas gérée à l'origine. Donc on a besoin d'une prise en charge de l'émotion à l'origine. Cyril, tu racontes l'histoire d'un certain Samuel, qui est un prénom inventé, pour raconter quelqu'un qui a des difficultés au travail. On lui reproche d'être violent et agressif. Et s'il est violent et agressif, c'est qu'il se sent peut-être attaqué. Enfin, je ne sais pas. Tu peux... Oui, ça vient d'un cas clinique. Donc, en effet, le prénom a été modifié. C'est une personne qui vient consulter en accompagnement parce qu'elle est complètement débordée par on pourrait dire par ses colères, ses envolées émotionnelles, son agressivité. Ça se joue même dans des cadres amicaux où quand il y a des confrontations, par exemple quand il y a des débats d'idées politiques, etc. Il en arrive à se disputer fortement avec ses amis. Et ça, pour faire simple, en fait, ça lui pourrit la vie. Et ce qu'on va observer au fur et à mesure de l'accompagnement, c'est qu'en fait, tout le déploiement colérique, tout le déploiement agressif de cette personne, en fait, il est lié à un sentiment inconscient d'humiliation. En fait, dans certaines interlocutions, dans certaines transactions, dans certaines relations, il se sent très fortement humilié par les situations. Or, quand on va travailler avec lui en profondeur, et notamment avec les états modifiés de conscience, on va découvrir que quand il était petit, en fait, il y a eu du harcèlement, il y a eu réellement en fait des humiliations répétées. Et ces humiliations, au moment où elles sont vécues dans les situations réelles, dans les situations concrètes d'aujourd'hui, en fait, la charge affective de ces humiliations est tellement forte qu'il y a un système de défense qui se met en place pour qu'il ne ressente pas ce sentiment d'humiliation, qui n'est pas intégré, qui n'a pas été suffisamment retravaillé. Et là, il y a un espèce de bouclier de colère et d'agressivité qui se met en place. Alors ça, c'est quelque chose qui est vraiment très commun dans les mécaniques émotionnelles et relationnelles. Donc ce bouclier, c'est ce que tu appelles un système de défense, en fait. Oui, alors c'est ce que dans les nomenclatures freudiennes, on va appeler des systèmes de défense. D'autres appellent ça des résistances. Là, je crois que dans le Internal Family System, on appelle ça des protecteurs. Là, il y a plein de noms en fait pour nommer ça, mais l'idée est quand même un peu toujours la même. C'est une idée
connu dans la psychodynamique depuis une centaine d'années, qu'il y a des matériaux avec des charges affectives, ce qu'on appelle des matériaux, on pourrait dire c'est des façons d'agir, des façons d'interpréter, qui sont trop forts, et donc du coup l'émotion elle-même va être désactivée, et il y a une autre émotion réactive de surface qui va venir prendre le rôle de la première. C'est pour ça que les personnes qui viennent dire voilà, je voudrais être accompagné pour désactiver ma colère, bah, si la colère c'est un système de défense pour prendre soin d'une autre émotion qui est pas assimilable, le système de défense, en fait, on pourra pas l'enlever comme ça. Il y a besoin de descendre plus profondément dans l'esprit, et c'est là que les états modifiés de conscience deviennent extrêmement pertinents. Pour imager un petit peu cette explication-là, une autre jeune femme qui vient en cabinet et qui vient en me disant « Je veux arrêter d'être en colère, je suis en colère contre mon conjoint, j'ai un petit garçon d'1 an et demi, je vois bien que je continue de me mettre en colère et ça me va pas, je veux pas faire ça. » Et je lui dis « Mais vous êtes sûr que vous voulez vraiment arrêter d'être en colère ? Parce que la colère a sûrement une bonne raison, elle a sûrement une intention positive, comme on l'appelle. » Elle me dit « Oui, mais c'est pas possible en fait. » Donc on prend le temps, pareil, grâce aux états modifiés de conscience, remonter dans son histoire, voir ce qui se joue derrière cette colère-là. Et en fait, elle m'apprend que à l'âge de 13 ans, ses parents se mettent à travailler, ouvrent une nouvelle entreprise, et elle est obligée de garder ses 2 petits frères de 4 ans, des jumeaux, et sa sœur de 3 ans. Et à 13 ans, elle se retrouve à leur donner à manger le matin, les récupérer à l'école, etc. Et cette colère était effectivement une défense pour pouvoir se dire « c'est pas OK pour moi, en fait ». Il y avait une valeur injustice qui était vraiment très très forte, qui n'avait pas pu être reconnue. Et donc, pour le coup, la colère était à cet endroit-là, avec son conjoint et son enfant, le seul moyen qu'elle avait peut-être de pouvoir passer à autre chose ou se libérer de cette injustice. Parce qu'elle avait « je me rappelle de ce que j'ai vécu ». Donc cette colère d'aujourd'hui est comme un écho du passé, oui, et d'une souffrance du passé qui demande à être traitée. Qui demande à être traitée, reconnue et réintégrée, en fait. Donc en fait, c'est vraiment super finalement qu'on s'entend pas avec les gens. C'est l'occasion de travailler sur soi. Tout à fait. Et grâce aux relations, on peut énormément progresser. Oui. Et donc, est-ce que justement, je parlais de paysage intérieur dans mon introduction, donc est-ce que quand on a des bonnes relations avec les autres, ça veut dire qu'on a des bonnes relations avec soi-même, ça veut dire qu'on est apaisé par rapport... est-ce que quand on arrive à pacifier ces relations, c'est qu'on est pacifié finalement à l'intérieur? Il y a des chances. En effet, si on travaille de plus en plus ce que tu appelles ce paysage intérieur, donc moi je dirais notre esprit humain, notre construction, en effet, il y a des chances en faisant cela qu'on comprenne de mieux en mieux comment on fonctionne, mais surtout qu'on comprenne de mieux en mieux comment on dysfonctionne, en étant seul avec soi-même ou en étant en relation avec l'autre. Et à partir de là, on va pouvoir se responsabiliser, on va pouvoir se demander ok, comment est-ce que je veux fonctionner avec cette personne telle qu'elle est? Parce que l'autre, a priori, il va pas se changer juste pour me faire plaisir. Hein. Comment je peux relationner avec cette personne telle qu'elle est en tenant compte de ce que je suis? Ce qui me ferait juste tiquer dans ta formulation, c'est la notion de bonne relation. Parce qu'aujourd'hui, en Occident, 21e siècle, on est dans une forme de normalisation des émotions et des relations. On a des programmes de développement personnel très dogmatiques et autoritaires. Je voudrais prendre comme exemple les 4 accords Toltec, qui disent « fais ceci, fais cela », sinon, en fait, t'es dans l'erreur, quoi. Mais il faudrait voir sur quoi ils se basent, et il faudrait voir si c'est adapté à tout le monde ou pas, de suivre de tels programmes. Par exemple, ne pas prendre les choses personnellement, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée tout le temps. Ça dépend ce que ça veut dire. Ça rejoint peut-être un peu une philosophie qui dirait le monde extérieur est neutre. Et donc, quand quelqu'un, justement, est en colère, c'est peut-être par rapport à son histoire douloureuse du passé. Et donc, ça ne me concerne pas. Enfin, ce n'est pas vers moi que l'agressivité est dirigée, même si c'est moi qui la reçois. Ça dépend ce que ça veut dire, puis ça dépend comment on le comprend. C'était juste un exemple. De manière générale, on a une tendance dans notre civilisation actuelle à avoir une normalisation des émotions. Donc, il y aurait l'idée que la joie, c'est bien, il faut le cultiver, que la colère, c'est mal, il faut l'éradiquer. La tristesse, on ne sait pas trop. Il y en a qui pensent que c'est pur, il y en a qui pensent que c'est impur. Mais voilà, il y a quelque chose qui est très culturel et surtout qui est très normalisant. Et c'est pas toujours au profit en fait du travail qu'ont besoin de faire les personnes. Par exemple, il y a des personnes qui ont nécessairement besoin d'apprendre à s'affirmer. Ce sont des personnes qui vont avoir besoin de réintégrer des formes d'agressivité, des formes de colère dans leur relation, ne serait-ce que pour pouvoir dire à quelqu'un stop, maintenant ça suffit, je pose une limite. Ces personnes-là, c'est ce que tu appelles les apprentissages. Ce que j'appelle des apprentissages. Excuse-moi pour aller juste au bout de cette idée-là, je t'en prie.
Ces personnes-là, si on leur dit c'est mal de se mettre en colère, il faut éradiquer toute sa colère, en fait, ces informations-là, ces programmes normatifs vont être contre-productifs. Donc, des bonnes relations, c'est extrêmement questionnant. Oui, c'est tendancieux comme mot. Oui. Absolument. Mais il y a quand même une espèce de philosophie, parce que est-ce que ça rejoint pas un petit peu justement l'apprentissage du bouddhisme, dans le sens que la réalité n'est qu'illusion, dans le sens que finalement le monde extérieur est neutre, c'est nous qui le colorons, c'est nous qui projetons des choses dessus. C'est tout le propos dont on est en train de parler. Hein. C'est en effet, dans la relation avec autrui, nous sommes en relation avec quelque chose. Il y a bien un ensemble, on va dire, de matières, de mécanismes psychiques, une étiquette. Voilà. Par exemple, dans ton cas, l'étiquette, ce serait Catherine. Et il y a bien, tu vois, si moi je suis en relation avec toi, je suis bien en relation avec tout cela, mais je suis simultanément en relation avec ce que je projette sur toi. Et je suis sans doute plus en relation avec ce que je projette sur toi qu'avec toi réellement. À partir de cet endroit-là, oui, on peut parler d'illusion. Nous sommes en relation avec quelque chose qui est illusoire. Voilà, peut-être que je crois que tu attends quelque chose de moi et je vais me mettre en lien avec cette attente que je te prête. Et tout ça, c'est à l'intérieur de mon esprit. Donc, en effet, oui, ici, on retrouve des idées d'illusion, des idées de non-dualité entre ce qui est interne et ce qui est externe. Ce sont des idées qui sont assez complexes, mais qui valent le coup d'être un petit peu explorées et introspectées pour trouver plus de paix à l'intérieur et dans son rapport avec l'extérieur. Vous parlez un petit peu de loi du développement personnel, mais c'est des choses qui sont faites en fait au départ pour aider, mais qui deviennent un peu comme des dictatures. Des dogmes, oui. Des dogmes. Oui, disons, moi, dans mon regard, en tout cas, en tant que, on va dire, théoricien de la psychologie et puis psychopraticien, moi, je m'appuie sur des grilles de lecture où les êtres humains n'ont pas tous les mêmes profils. Ils n'ont pas tous les mêmes directions, ils n'ont pas tous les mêmes bases. On pourrait dire métaphoriquement, il y en a un qui va par ici, il y en a un qui va par là, et les deux se rencontrent. Mais celui qui a été, reprenons l'exemple de la colère, celui qui a été extrêmement colérique, violent, etc., lui, il va peut-être dans une direction de apprendre à pacifier sa colère. Ça veut pas dire ne plus en avoir. Ça veut dire pouvoir la vivre de manière sereine et calme à l'intérieur. L'autre, qui va dans l'autre sens, imaginons que tout petit, en fait, on a frustré sa colère, on lui a interdit d'exprimer sa puissance, et il est en train d'apprendre à se déployer, à réintégrer. Comme je disais tout à l'heure, il est en train d'apprendre à poser des limites et à dire non. Ces deux personnes, du point de vue de l'expression de la colère, ils sont dans deux directions complètement opposées. Mon regard, c'est que pour l'une de ces personnes, certains programmes de développement personnel vont être très adaptés et pour l'autre, ils vont être contre-productifs. Et d'autres programmes de développement personnel seront adaptés. Donc, il y en a un pour lequel il faudra peut-être du Toltec et l'autre, il lui faudra peut-être Fight Club. Très bien. On joue aussi des rôles les uns avec les autres ou des rôles aussi à l'intérieur de soi. Quand on se sent victime, par exemple, toujours victime des autres. Dans des situations où il m'est encore arrivé ça, on m'a dit ça. Comment on peut sortir des rôles comme ça? Alors, il y a souvent cette idée, quand on parle de victime, on parle du triangle de Karpman, avec le rôle de sauveur, qui va avoir envie de sortir absolument quelqu'un d'une difficulté, le rôle de victime, ou au contraire, c'est quelqu'un qui subit et qui se plaint assez souvent, le rôle de bourreau. Alors, on explique que c'est un triangle en fait psychologique, un jeu psychologique qui est comme un triangle où, dans la relation, déjà rien que nous, en tant qu'être humain individuel, on passe régulièrement d'une posture à l'autre, en fait. Il n'y a pas « je suis tout le temps victime ». À certains moments, je vais rencontrer quelqu'un qui va me configurer en victime. Parfois, je vais rencontrer quelqu'un qui va me configurer en sauveur. On va dire le sauveur sauve la victime, et puis la victime est la victime d'un bourreau. Mais à certains moments, quand on va rencontrer quelqu'un, ou même dans une simple discussion, on va passer parfois de un début de phrase où je suis un sauveur, je veux venir t'aider à faire quelque chose, l'autre en face, ne voulant pas être aidé, ne se positionne pas en victime et va passer en bourreau. Du coup, nous, hop, on switch en victime. Donc dans une même relation où je vais t'aider à faire quelque chose sans même que tu me l'aies demandé, j'ai sorti ma cape de sauveur, toi tu m'as rien demandé, donc tu te sens victime de mon sauveur, et du coup ça devient bourreau en disant mais fous-moi la paix, je t'ai rien demandé en fait. Donc ce triangle-là, il est intéressant parce que lorsqu'on a conscience de ce qu'on fait, en tout cas de la position dans laquelle on est, on peut commencer enfin à travailler dessus et de se dire tiens, le sauveur, peut-être que si je me regarde, si je sors un petit peu comme si je m'observais devant sur un écran de cinéma, si je regarde la situation, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et c'est là où tu parlais de responsabilité, c'est déjà avoir conscience de
ce qu'on est en train de faire, prendre la responsabilité de « tu ne m'as rien demandé, qu'est-ce qui fait que j'ai décidé d'être sauveur en fait ?» Si moi, dans ma propre responsabilité, je me rends compte de ça, déjà, je suis un petit peu plus responsable de ce que je fais en conscience ou de ce que je ne fais pas. Donc quand il y a un conflit, par exemple, je sais pas, un conflit, un couple qui se dispute, et qu'une personne vient consulter, elle peut se plaindre de son conjoint en disant c'est pas possible, il est pas possible, changez-le-moi, enfin, ou je comprends pas, je tombe toujours sur des gens qui sont comme ci, des gens qui sont comme ça. Voilà, dans cette plainte, dans cette peut-être dans ce côté victime, il m'arrive toujours la même chose. Justement, ce qui montrerait bien qu'on est acteur des relations. Comment vous prenez, c'est quoi les premières questions? Si quelqu'un vient vous raconter un conflit, comment vous commencez à décortiquer pour justement arriver à cette différenciation? La première étape du travail. Ouais, je pense que les premières questions, déjà, c'est de s'intéresser vraiment à la personne. Qui êtes-vous? C'est quoi votre métier? Comment ça se passe avec votre famille? Est-ce que vous avez des enfants ou pas? Voilà. Quelqu'un qui a une difficulté avec son conjoint, quand même... Elle a un conjoint, déjà, on sait ça. Oui, alors déjà, on sait ça. Déjà, on peut demander aussi, est-ce qu'il y en a qu'un seul? Voilà, prendre un petit peu la température de qu'est-ce qu'il y a autour de cette histoire-là. Après, malheureusement, très souvent, les problématiques d'avoir du mal à supporter quelqu'un, c'est très souvent lié à des défauts d'apprentissage de la frustration. Dans notre civilisation, la frustration, elle est pas super bien vue et elle est très très mal transmise. Enfin, du moins, la gestion de la frustration, c'est mal transmis. Il y a beaucoup de personnes adultes qui pensent que l'idéal vis-à-vis de la frustration, c'est de ne pas en avoir. C'est totalement impossible. Dans toute relation, il y aura toujours quelque chose qui va nous déranger, nous irriter. L'autre peut pas être l'idéal que nous avons de ce que nous voudrions qu'il soit. Et quand bien même il arrive à l'être de temps en temps, il peut pas l'être tout le temps. Donc, pour se sentir tranquille avec un binôme qu'on voit aussi souvent et avec lequel on a autant d'intimité que le binôme couple, que l'autre dans le binôme couple, bien sûr, il va falloir accepter que l'autre n'est pas comme nous voudrions, qu'il n'est pas l'idéal, qu'il nous déçoit, qu'il n'est pas parfait, qu'il ne répond pas exactement à nos besoins tout le temps comme nous voudrions qu'il soit. D'autant plus avec le fait que nous, on change de caractère et d'émotion régulièrement. Et sans une bonne intégration de la frustration, bien sûr que l'autre, il y a des moments où il nous est insupportable. Mais voilà, il y a tout un enjeu à cet endroit-là d'apprendre à supporter le fait que l'autre n'est pas comme nous voudrions qu'il soit. Donc ça, c'est déjà un enjeu général. Après, il y a aussi en accompagnement des questions qui se posent en termes de cohérence du couple. Il y a des personnes qui disent j'arrive pas à supporter l'autre, mais c'est parce qu'en fait cette relation elle est dysfonctionnelle et qu'elle fait plus de mal que de bien. Donc là, quelle question on va poser? C'est délicat. Faut faire attention à pas suggérer n'importe quoi à cet endroit-là. Même dans l'idéal de pas suggérer quoi que ce soit, mais de simplement renvoyer à l'autre pour lui demander qu'est-ce qui se passe pour vous? Est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous êtes heureux? Si la personne dit non, là on peut la renvoyer à nouveau à sa responsabilité. On peut dire par exemple, ça me questionne que vous disiez que vous voulez rester avec cette personne alors que vous dites que vous y êtes extrêmement malheureux. Si on va sur l'extrême des couples où il y a de la violence, des personnes qui disent voilà je subis des violences physiques, des violences psychologiques, mais je veux rester avec cette personne, là on a des enjeux de responsabilisation qui sont là à cet endroit-là on peut pas faire n'importe quoi. Là à cet endroit-là on peut pas faire l'apprenti sorcier. Donc j'ai une difficulté avec mon voisin de palier parce qu'il met la musique trop fort. On peut peut-être y aller un petit peu à l'arrache. Quand on commence à rentrer dans des violences intraconjugales, là je crois quand même qu'il faut se former sérieusement. Alors, au-delà de la formation, comment ça se passe? Par exemple, on parlait tout à l'heure, quand il y a un conflit donc de couple, on va reprendre ça. Du coup, on génère soi-même certaines émotions. Ce n'est pas possible. Pourquoi tu m'as fait ça? Bon, c'est cette frustration qui est mal gérée. On émet aussi soi-même des choses et de temps en temps, on n'a aucun regard sur soi, en fait. On a l'impression que c'est l'autre qui dysfonctionne, c'est l'autre qui fait pas ce qu'on voudrait qu'il fasse, et nous, on est blanc. On est blanc, comme neige, voilà, exactement. Et on voudrait que le thérapeute, bien sûr, abonde dans nos sens en disant « Oui, vraiment, il est épouvantable. » Chose qu'on ne fait pas forcément, du coup, voilà. voire même assez rarement. On va plutôt aller questionner le mécanisme en disant « Mais comment est-ce que tu en arrives à dire ça? Comment tu en arrives à raconter cette histoire qui fait que tu n'es absolument pas responsable de rien du tout. » Donc on peut aller questionner effectivement les apprentissages du passé, comment tu as appris à ne pas être frustré, mais aussi comment tu as appris que tout était la faute de l'autre. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es posé la question de savoir qu'est-ce que toi tu fais
qui peut-être jouent un rôle là-dedans. Parfois, les personnes n'ont pas trop envie, en fait, d'aller regarder leur part d'ombre, leur côté un petit peu... les choses les moins jolies, en fait. Mais on a tous des choses chouettes et des choses moins chouettes. Et c'est parfois prendre le temps d'aller questionner aussi ces choses moins chouettes et de se dire, très bien, l'autre a ça. Et toi, si tu regardes bien, à quels endroits peut-être aussi tu as ce truc-là que tu n'assumes pas, que ce soit de la colère pas maîtrisée, quelque chose qui n'a pas envie de faire l'effort pour. À quels endroits, toi aussi, peut-être, tu peux le faire de temps en temps? Donc, c'est aller questionner la personne sur ses parts d'ombre. Et tu proposes parfois qu'elle se visualise à l'extérieur, Oui. par exemple en train de se disputer, de se visualiser à l'extérieur, pour qu'elle puisse se regarder de l'extérieur et se rendre compte finalement des messages qu'elle émet. Exactement. Il y a une première forme de travail qui serait de se dire, si je me regarde de l'extérieur, qu'est-ce que je vois de moi? C'est un peu comme si on pouvait se filmer et puis se dire, quand je me regarde, oh, c'est peut-être pas si joli que ça, ce que je vois. Mais bien souvent, on va travailler avec des représentations symboliques. On va dire, tiens, cette partie de toi qui te fait te sentir victime, qui elle est? Mais peut-être cette partie de toi qui génère de la colère. Donc on va travailler parfois avec des parties intérieures. C'est là où on représente à l'intérieur, c'est la systémie interne qui est à peu près la même que la systémie qui se joue dans les relations externes. Donc on va dire, cette part de toi, qu'est-ce qu'elle a? Quel est son besoin? Peut-être que en fait, il y a une part de toi qui est frustrée parce que son besoin n'est pas entendu. Donc on va aller la représenter. Alors ça peut être des archétypes, ça peut être des représentations symboliques, des animaux, ou juste effectivement une représentation de soi-même. Et souvent les gens vont se dire, celui qui est en colère, je me vois, je suis hirsute, et en fait quand je crie comme ça contre mon mari, je ressemble à rien, j'ai les yeux qui sortent, injectés de sang. Pas très très beau à voir en fait. Non, on est d'accord que c'est pas très très beau. Mais qu'est-ce que cette partie a? De quoi elle a besoin? Qu'est-ce qui fait que cette situation l'a fait se réveiller? Donc on va travailler avec des jeux de rôle comme ça où on va se regarder, on va prendre le temps de prendre en considération les parties, d'apporter peut-être ce qui a pas été apporté à l'époque. En tout cas, on va juste s'amuser à se regarder, de dire tiens finalement. Alors à se regarder ou à se mettre dans la place de l'autre, c'est-à-dire qu'elle prenne finalement la posture du mari qui voit sa femme hystérique en fait. Il y a un peu des deux. Parfois, on va sortir seulement rien que pour déjà avoir une prise de conscience de ce que je fais. Donc, voir à quel point, finalement, moi aussi, je participe au fait que ça se passe mal. Mais parfois, on va proposer aussi l'expérience de, tiens, si tu te mets à la place d'eux, et c'est là où l'état d'hypnose facilite, en fait, ces changements de position. Si tu te mets à la place d'eux, qu'est-ce que tu perçois que tu ne percevais pas quand tu étais dans ta propre peau? Quelles sont les compréhensions nouvelles que tu peux avoir quand tu te places du point de vue, par exemple, de ton mari? Qu'est-ce que tu peux observer, ou du point de vue de ton enfant, qui serait peut-être ni l'un ni l'autre? Donc là, c'est tous ces jeux de rôle qui nous font un petit peu mieux comprendre le mécanisme relationnel, et puis parfois nos mécanismes internes, et c'est là où on peut agir sur les nôtres, mais parfois on a besoin d'aller regarder à l'extérieur comment ça peut être perçu par l'autre avec un grand A. Alors quand l'autre nous agace, quand l'autre nous énerve, comment faire? L'hypnose peut agir, et justement, c'est l'heure du moment d'hypnose où vous allez faire une hypnose à 2 voix. Oui. Et donc, qui va nous servir, alors en cas d'agacement, si vous êtes agacé par quelqu'un, c'est le moment de tester l'hypnose pour justement arriver à pacifier son sentiment intérieur, ses émotions, enfin en tout cas c'est sa future relation avec cette personne-là. Et donc c'est le moment d'hypnose par Cyril et Aurélie. Donc, l'idée de départ, déjà, c'est on va installer un changement d'état de conscience. Nous, dans notre tradition, on appelle ça état d'hypnose, état modifié de conscience. En fait, ce sont surtout des jeux de décalage d'intention. Donc, je vais te proposer à toi directement, plaisir. Catherine, et puis à tous ceux qui veulent suivre l'expérience. Donc, dans un premier temps, ce que je te propose, c'est de revenir aux sensations du corps. Par exemple, comment les pieds sont posés en lien avec le sol. Il y a 70 000 capteurs sensoriels sous chacun des 2 pieds. On fait 140 000. Et quand on pose son attention sur les pieds, on peut sentir qu'il y a comme des frétillements, des pétillements. Notre civilisation moderne, matérialiste, on dit que c'est le fait qu'on perçoit nos capteurs sensoriels parce qu'on pose notre attention dessus. Et de la même manière, je t'invite à prêter attention à la sensation des mains. Là aussi, sur les mains, il y a beaucoup de capteurs sensoriels pour plein de raisons. Et je t'invite à prêter attention au contact des mains. Qu'est-ce qu'elles touchent, qu'est-ce qu'elles sentent?
et au contact des pieds. Et juste de revenir sur ces 4 parties du corps. Comme si l'esprit pouvait faire un zoom sur cet endroit particulier du corps. Après, les mythes fondateurs de notre civilisation, notre corps, ce serait le résultat d'un truc qui s'appelle évolution. Et il semblerait que ça fasse des millions d'années que pieds, mains, soient des choses sur lesquelles on a pris beaucoup de support. On a pris beaucoup d'habitude. À l'intérieur de nous, il y a la possibilité que des mémoires s'activent et se rappellent de choses. À propos de sentir le monde avec ses pieds, sentir le monde avec ses mains. Quand ces mémoires sont renommées de la manière dont on le fait là maintenant, il y a la possibilité que ça ouvre quelque chose dans la conscience. Comme si une porte s'ouvrait pour aller vers une expérience particulière. Dans l'espace d'un silence, avec les sensations du corps, tu peux déjà prêter attention à la façon dont l'expérience est en train de changer à l'intérieur. Des mots qui sont posés, évolution, mémoire, corps. Et pour toi, Catherine, comme toutes les personnes qui sont en train de faire l'expérience maintenant, je vous invite juste à ressentir à l'intérieur qu'est-ce qui montre que l'état de conscience, l'état d'attention, l'état de volonté est déjà en train de se modifier maintenant. Comment ça bascule encore un peu plus à l'intérieur vers quelque chose de différent d'habitude. Quelque chose qui peut-être a plus d'ouverture, peut-être plus d'espace, peut-être plus de tranquillité déjà. Souvent, quand cet espace est déjà en train de s'ouvrir, c'est là où on peut commencer à se poser la question de qui je suis, comment je me représente, comment je me connais, comment toutes ces mémoires ont réussi à se mélanger pour me faire devenir celui que je suis aujourd'hui. Parfois, c'est vrai qu'on pourrait avoir tendance à s'identifier à son prénom, et parfois on pourrait même se poser la question si je devais vraiment laisser chaque cellule me redonner de l'information de qui je suis depuis aujourd'hui, et en remontant le temps, en remontant petit à petit vers tout ce qui m'a construit, tout ce qui fait que je suis tel que je suis. Peut-être même jusqu'aux origines même, avant de pouvoir m'identifier à ce prénom-là. Et juste voir comment ce champ d'expérimentation peut devenir encore plus large. Quand on laisse s'installer un état d'hypnose et qu'on commence à remonter le temps volontairement ou spontanément, il peut y avoir la sensation qu'il y a quelque chose de très très vaste dans cette histoire-là. Comment ça commence? Le temps, le moi, le je, l'autre, la différence entre les deux. Où ça commence, l'espace? Ce qui est bien quand on entre dans un état d'hypnose, c'est que c'est souvent plus relax de se laisser aller dans les questionnements que de chercher à répondre à quoi que ce soit. Dans certaines traditions, on dit que c'est plus simple de contempler le mystère que d'essayer de le résoudre. Maintenant, à partir de cet état qui s'installe de plus en plus à l'intérieur, j'invite à repenser à cette histoire de... Il y a cette personne-là qui est vraiment agaçante, par qui je suis vraiment agacé. Il y a cette personne envers laquelle j'ai tellement de ressentiment que même quand elle n'est pas là, ça continue à m'affecter. Cette situation, elle est vraiment difficile à vivre. J'invite à te rappeler de cette personne-là de ton quotidien, avec qui le contact fait que c'est difficile pour toi. Il y aurait
un souhait à l'intérieur de l'esprit, ce serait que cette personne, elle n'existe pas. Et pourtant, même quand elle n'est pas là, quand à nos capteurs sensoriels, elle ne se présente plus, quand son existence s'efface temporairement, même à ces endroits-là, on continue à être énervé, à être agacé. Étonnant, non? Je t'invite juste à repenser à cette personne-là. L'idée ici, à partir de l'état d'hypnose, de proposer à l'irritation, à la colère, à l'agacement, que en fait cette émotion, elle a le droit d'être là. On pourrait imaginer qu'aujourd'hui, on suspend les habitudes et qu'on lui dit bienvenue, faisons connaissance. Parfois, ce qui se passe, c'est qu'on peut représenter cette émotion-là, lui donner un visage, lui donner une forme, et juste prendre le temps de la rencontrer, de se dire, tiens, toi, agacement, là, qui tu es? C'est quoi ton message quand tu es là? Qu'est-ce que tu veux me dire, en fait? Quand finalement, l'agacement, c'est pas tant cette personne-là, c'est juste toi qui cherches à toquer comme ça et à venir me raconter quelque chose. Alors parfois, c'est juste intéressant de prendre un temps pour laisser ce message venir. Presque comme un besoin. De quoi as-tu vraiment besoin finalement? Parfois, un message, ça peut être très compréhensible, comme des mots qui font du sens, et parfois, un message, ça peut être comme une information dans le corps, quelque chose qu'on ne comprend pas vraiment, mais qu'on ressent, quelque chose qu'on pourrait nommer, mais avant même de le nommer, ça peut être très intéressant de simplement ressentir. Et je t'invite, quand tu te retrouves en lien avec ta propre colère, ta propre irritation, ton propre agacement, en lui ouvrant les bras pour lui dire qu'il a le droit d'être ici, à cet endroit précis. Je t'invite à ressentir ce qui se passe dans le corps. Et pour tous ceux qui font l'expérience, je vous invite à ressentir ce qui se passe dans le corps au moment où on laisse cette colère avoir le droit d'être à l'intérieur de nous, avoir le droit de circuler dans notre corps. Qu'est-ce qui se passe dans les sensations? Qu'est-ce qui se passe dans les émotions? À quel endroit ça se joue dans le corps? Et je vous invite à zoomer encore un peu plus sur ces sensations, comme plonger à l'intérieur de la sensation. Comment aller faire connaissance avec son corps quand il est dans ce mode de sensation-là, dans ce mode d'émotion-là? On a passé tellement de temps à demander à notre corps de ne pas aller dans cette direction-là. Et aujourd'hui, il y a la possibilité d'aller explorer cette sensation, plus précisément. Un peu comme on pourrait s'intéresser au goût d'un fruit ou à la spécificité d'une couleur particulière, pour contempler, pour connaître un peu plus encore. Et au cœur du cœur de ces sensations, il peut y avoir des mémoires. Et je t'invite à laisser les mémoires surgir. Qu'est-ce qui fait qu'au milieu de tout ce blabla dans cette expérience d'hypnose, il y a ce souvenir qui toque à la porte depuis tout à l'heure? À un certain niveau, on le connaît bien, ce souvenir. À un autre niveau, Parfois, on le connaît bien puisque on l'a revisité de l'extérieur. Puis quand on a pris le temps vraiment de rentrer dans cette émotion-là, de l'explorer de l'intérieur, c'est étonnant de laisser le corps se remémorer ce souvenir-là à travers cette émotion. Comme quelque chose de beaucoup plus présent dans le corps, quelque chose qui habite la totalité du corps. Un peu comme si cette émotion venait à nouveau colorer les sensations, les pensées, ce qu'on se dit, ce qu'on se raconte. Comme si de l'intérieur,
les choses prenaient une coloration différente. Puis à l'intérieur de cette histoire-là, de cette mémoire-là, il y a des autrui. Des autrui qui font des choses, des autrui qui ne font pas certaines choses. Et au final, même dans un souvenir où on est tout seul, il y a l'absence d'un autrui, et donc il y a bien un autrui qui fait l'action d'être absent. Il peut y avoir des sensations, des émotions particulières dans cette histoire-là, tournées en direction de ces autrui particuliers, de cet autrui particulier. Alors, c'est un bon moment pour aller plus loin dans l'expérience d'hypnose. Je ne sais plus trop pourquoi les mots évolution, mémoire et corps entraînent de plus en plus profondément dans l'expérience hypnotique maintenant. Je ne sais plus trop comment ça se met en place et est-ce que c'est quelque chose qu'on a construit ou est-ce que c'est quelque chose de spontané, de plonger encore un peu plus à l'intérieur de soi maintenant? Et il y a la possibilité de se sentir dans une profonde sécurité à explorer encore un peu plus à l'intérieur. Et à cet endroit précis, tu peux te rappeler de cet autrui d'aujourd'hui. Cet autrui là de 2024 avec lequel c'est compliqué cette histoire-là, dis donc, émotionnelle. Et puis il y a l'autre autrui de là-bas à l'époque. Far, far away ago in the past. Et je t'invite juste à observer que ces deux autrui, bah, ils sont différents. C'est étonnant, non? Comme si à l'intérieur on le savait bien, hein, mais d'un autre point de vue, c'était pas si clair finalement. Dans certaines traditions, on invite à observer les rivières. Et on questionne la nature de la rivière. Est-ce que la rivière, c'est l'eau qui est en train de circuler? Et si oui, alors dans ce cas-là, elle est tout le temps en train de disparaître et de réapparaître? Elle est tout le temps différente? Ou est-ce que la rivière, c'est le lit de la rivière, mais pourtant, quand la rivière est asséchée et qu'on regarde le lit, on dit qu'il n'y a plus de rivière? Dans ces traditions, on invite à observer, il y a comme un processus, un flux. Et que le statut de la rivière, finalement, pourrait peut-être prendre un peu plus de temps pour le questionner. Et à cet endroit-là, il y a un autrui du passé et un autrui aujourd'hui qui sont différents. Et parfois, quand on commence déjà à se rendre compte à quel point le autrui du passé et le autrui du présent sont complètement différents, ce serait presque comme un saumon qui remonte une rivière. Parce qu'on sait très bien que certaines rivières, avant d'être une, elles étaient deux. Un petit peu comme on peut voir parfois au niveau de Lyon, la confluence, le Rhône, la Saône se mélanger. Et si on devait, tel un saumon, remonter comme ça aux origines, juste se rendre compte de l'endroit où ces deux rivières se séparent finalement. Une part d'un côté, l'autre part de l'autre. Et voir l'endroit où on avait cru que c'était la même. Mais en fait, à cet endroit-là, dans les tréfonds de nos mémoires inconscientes, il y a bien un endroit, une époque, un lieu, où ces deux rivières étaient totalement séparées, totalement différentes. C'est intéressant de voir à quel point ces deux rivières sont maintenant totalement différentes, clairement différentes, dans l'esprit, dans la pensée. Voir à quel point l'une vient de tel endroit, l'autre vient de tel endroit. Chacune a ses ressemblances, mais chacune a ses différences aussi. Prendre le temps d'observer toutes les différences qu'il peuvent y avoir. En sachant bien évidemment qu'un jour, à un moment donné, dans la vie, elles se rejoindront, mais juste se remémorer
dans toutes ces mémoires, l'évolution de ces deux rivières avant même qu'elles ne se rejoignent. L'autre, puis l'autre. L'une, puis l'autre. Et prendre le temps de sentir dans le corps cette différenciation, cette nuance, parfois même minime, mais pourtant bien réelle. Et laisser le corps se remémorer ça à nouveau. Alors à cet endroit-là, il pourrait y avoir un nouvel espace de considération pour cette personne d'aujourd'hui. Il y a une possibilité pour regarder comment nous nous mettons en lien avec cette personne particulière. Et comment nous souhaitons nous mettre en lien avec cette personne. Dans notre tradition moderne, scientifiquement, on dit que les émotions, sous l'illusion, sous l'apparence de quelque chose que nous subissons, en fait, c'est quelque chose que nous créons et auquel nous participons. Et aujourd'hui, c'est un beau moment pour se demander comment nous voulons réagir à l'autre tel qu'il est, tel qu'il se présente à nous. Avec la possibilité de laisser l'autre libre de ce que nous avons projeté de nous-mêmes sur lui. Avec la responsabilité de décider courageusement dans quelle direction émotionnelle nous voudrions réagir au monde. Alors à cet endroit-là, on peut parler de pacifier. Alors à cet endroit-là, on peut parler de se responsabiliser, de différencier et d'intégrer. On peut même choisir, dans sa propre responsabilisation, dans cet idéal de celui ou celle qu'on a envie de devenir dans cette relation, se dire, tiens, quelle est la valeur importante, celle qui me tient tellement à cœur, que je suis capable aujourd'hui de passer outre ce que j'étais, le moi que j'étais de l'époque qui n'existe plus, qui n'est plus le même, ni la même, que le moi d'aujourd'hui, celui ou celle que je suis, là, maintenant. Et de pouvoir choisir délibérément, en toute responsabilité, de qui j'ai envie d'être aujourd'hui, indépendamment de tous les mois antérieurs du passé que je ne suis déjà plus. Quand on remonte trop les rivières, on arrive à des glaciers. Et si on remonte les glaciers, on arrive dans les nuages. Si on remonte encore les nuages, on peut arriver dans les océans et en remontant les océans, on revient à la rivière. Alors, aujourd'hui, il y a la possibilité de regarder à quel endroit du cycle de l'eau on a envie de se situer. Et dans les expériences d'hypnose, c'est souvent amusant parce qu'il y a une partie de l'esprit qui essaye de comprendre ce qu'on raconte. Et une autre partie de l'esprit qui simplement trouve son propre cheminement, s'autorise à trouver sa propre direction. Qu'est-ce qu'on fait au milieu de cette histoire? Pourquoi on parle de lion et de saumon? Et à un autre niveau, il y a quelque chose à l'intérieur qui sait dans quelle direction on a envie d'aller, n'est-ce pas? Est-ce qu'on n'a pas besoin finalement de tout savoir, de tout comprendre, pour pouvoir constater que ça se met pas forcément bien en place? Il y a beaucoup de choses d'ailleurs, où avant même qu'on ait compris ce qui était déjà en train de se passer, les choses ont déjà été expérimentées dans le corps. Elles se sont déjà inscrites, elles se sont déjà vérifiées, validées. Peut-être même un nombre de fois totalement inconnu avant que, consciemment, on constate les choses. Et souvent, il y a quelque chose d'assez étonnant, on va dire, avec les expériences d'hypnose, c'est qu'on ne se rend pas exactement compte du moment où ça avait déjà commencé. C'est bien après coup qu'on fait « Waouh ! Waouh ! Je suis enfin devenu celui ou celle que je voulais. »
Alors maintenant, il y a la possibilité de redéfinir le mot paix et le verbe d'action pacifier. Et je vais t'inviter progressivement à revenir plus proche d'ici et maintenant. On va repasser par le chemin qu'on avait pris à l'aller. Rappeler des sensations des mains, sensations des pieds. J'invite ceux qui auront choisi de nous suivre dans cette expérience hypnotique de revenir aux sensations des pieds, des mains, de revenir progressivement à la sensation du corps. J'invite Catherine à ressentir comment ton corps se remet en motricité, en mouvement. Et puis à revenir à ce qu'on appelle ici et maintenant. Ici pour nous aujourd'hui Paris, puis maintenant pour nous un après-midi de printemps. Merci beaucoup à vous pour cette hypnose à deux voix. On innove dans les virtuoses de l'hypnose. C'est la première fois qu'on fait ça. C'est super chouette d'avoir ces deux voix qui parlent peut-être à deux niveaux de conscience différents, qui se renvoient à la fois la balle et qui en même temps permettent d'écouter d'un côté et de l'autre. Comment c'était cette expérience pour toi? C'était chouette. Ça a favorisé, je pense, la dissociation, le fait d'être comme ça. À deux voix. Porté à deux voix, voilà. Donc j'ai dû changer de personne que j'avais imaginé au départ parce que j'avais juste une petite contrariété sur une personne, mais pas de là à vouloir l'éliminer de ma vie comme tu l'as suggéré. Alors, hop, du coup j'ai changé de personne. Tu as cherché plus massif? Oui, j'ai changé. J'ai cherché du plus lourd. Voilà. Est-ce que dans cette expérience, toi, tu as pu accéder facilement, je veux dire consciemment, à des mémoires et à des miroirs, des échos passés? Oui, moi j'ai des émergences en fait d'images qui me viennent et qui pour moi sont symboliques de périodes. En fait. Ça communique comme ça, mon inconscient communique comme ça sous forme d'images. Et ben écoutez, voilà, on a fait grand moment d'hypnose. Alors notre émission se termine. Je suis un petit peu frustrée, mais je dois apprendre à gérer mes frustrations. Parce qu'il y avait un point que j'avais noté que j'aurais quand même bien voulu peut-être qu'on aborde de façon assez courte, c'était l'idée des systèmes de défense. J'aurais voulu juste qu'on revienne un petit peu là-dessus. Et je sais que tu les as bien en liste, en mémoire, de dire voilà, la nature ou la texture, enfin je sais pas comment on pourrait dire, des différents systèmes de défense. Est-ce que tu peux nous les dire? Ce serait un vaste sujet, donc on va essayer de faire bref. Oui. En général, système de défense au sens où il y a quelque chose qu'on peut pas vraiment assimiler parce que c'est trop ancré à des sentiments de menace, des sentiments inconscients d'insécurité très profonde qui nous échappent. Et quand on a tout à l'heure l'exemple de Samuel avec ses sentiments d'humiliation, la charge affective, elle est trop forte. Dès que ça le contacte à cet endroit-là, un autre système va se mettre en place. Et sa texture, ça va être quelque chose de très émotionnel, de très relationnel au sens une façon de se mettre en lien avec autrui. Par exemple, on a bien une double face, c'est-à-dire que une humiliation, là dans ce cas particulier, une humiliation donne de l'agressivité, de la violence, pour pas que cette humiliation, voilà. Oui. Est-ce que tu peux nous donner d'autres couples d'émotions, réactions à défendre? Et tu me l'avais dit en fait au téléphone, c'est ça que j'aimerais retrouver. Ça marche avec toutes les émotions. D'accord. Par exemple, il y a des personnes, pour eux, la joie est ancrée au sentiment de menace. Ça peut paraître bizarre, mais c'est peut-être des gens, quand ils étaient petits, on leur a dit arrête de rire, arrête de jouer, arrête de danser. Et bon, les primates que nous sommes sont des êtres extrêmement puissants en termes d'apprentissage. Nous apprenons très fort. Donc, il y a des personnes, la joie va être ancrée à un sentiment de menace, et quand il y a trop de joie, leur mécanisme de défense, ça peut être par exemple le repli sur soi, de s'extraire d'une situation, et ils vont dire l'ambiance c'est trop, je peux plus le tenir. Il y a des personnes, par exemple, ça va être la colère qui va être associée à un sentiment de menace très très fort, et ils se mettront jamais en colère. Mais par contre, ils peuvent avoir comme système de défense énormément de tristesse. Donc, en fait, ça peut prendre n'importe quelle forme émotionnelle. On retrouve toujours le même schéma. Des émotions qu'on ne peut plus contacter, qu'on appelle inhibées, et des émotions qui viennent en système de défense, qu'on appelle réactives. Pour ne pas les ressentir les premières, quoi, c'est ça? Pour ne pas ressentir les premières, et surtout, ne pas ressentir toute la menace qui y est associée. Ce qui est amusant dans cette histoire, c'est que souvent, quand on décrit ça, les gens, quand ils entendent cette histoire-là, au début, ils se disent « Tiens, moi, je suis pas concerné ». Parce que les matériaux sont trop inhibés. Et quand on commence à creuser, on peut découvrir tout le trésor de cette très belle émotion qui, quand elle sera libre du sentiment de menace, elle pourra devenir un allié pour toute la vie. Par exemple, un sentiment d'humiliation libre de sentiment de menace,
c'est une expérience dans laquelle on peut avoir beaucoup d'humour sur soi. On peut dire à quelqu'un « Oh, qu'est-ce que j'ai eu l'air cloche dans cette émission ?» Et c'est cool, et il n'y a pas de problème avec ça. Ouais. Sentiment de colère, libre de sentiment de menace, ça peut être très très agréable parce qu'on sait qu'on peut dire à quelqu'un « Stop, la limite elle est ici » et qu'on ne va pas se laisser aller à agresser la personne si on ne le souhaite pas. Et toutes les émotions peuvent être réintégrées comme étant sécures, ce qui est un joli chemin à faire, il me semble. Donc moi, je vous souhaite beaucoup de joie, si c'est adapté pour vous, bien sûr. Si Merci, le Catherine. sentiment de joie ne vous menace pas. Et en même temps que tu expliques tout ça, je suis en train de réfléchir à tout ça en me disant, est-ce que mon sentiment de joie, il est OK pour moi finalement? Est-ce que j'ai le droit d'éprouver de la joie et de la satisfaction à avoir animé cette émission? Eh bien voilà, le chemin vers la connaissance de soi et disons un chemin justement. Voilà. Je vous remercie tous les deux d'être venus pour cette Merci émission pacifique. Je suis encore complètement en hypnose et je me réveille tranquillement. Et je souhaite à tout le monde, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut souhaiter d'ailleurs, tiens. Enfin, un petit... Moi, je dirais une meilleure connaissance de soi pour pouvoir accueillir tout ce qui vient et pouvoir en profiter au maximum. Oui, je souhaite à chacun un chemin relationnel de vie paisible. Ou en tout cas, si c'est pas paisible, eh ben en tout cas, c'est apprenant. Voilà. Donc, on vous souhaite d'apprendre plein de trucs. À bientôt dans les Virtuoses de l'hypnose.